Alors, je m'appelle Maurice Delanglois, je suis général de division de l'armée de terre française. J'ai été engagé dans différentes opérations nationales et multinationales. J'ai travaillé pour la défense européenne. J'étais l'un des premiers acteurs de l'Agence européenne de défense quand elle a été créée en 2005. Ensuite, j'ai été l'adjoint du représentant français au comité militaire de l'Union européenne de 2010 à 2012. Et après, j'ai terminé en tant que directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique qui est basé à l'école militaire à Paris, où j'ai continué à travailler sur les sujets de l'Union européenne, mais aussi d'ailleurs les sujets de l'OTAN. Je suis arrivé dans cette agence en 2005. On était en train de monter en puissance puisque cette agence a été créée par une action commune en juillet 2004, sous présidence grecque d'ailleurs. Ça a été un moment extraordinaire parce que les États membres étaient prêts, étaient d'accord pour créer une agence des capacités pour développer des coopérations entre les États afin de renforcer la défense européenne, donc la politique de sécurité et de défense commune, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, et comme elle est aujourd'hui et comme elle sera dans le futur. Et ça, c'est très important, puisque quand on dit dans le futur, on parle bien de cette défense commune que l'on appelle de nos vœux. Et donc, ce sont des termes très forts, la défense commune. L'Agence européenne de défense, c'est d'abord une agence des capacités. Et les capacités, ce sont non seulement des équipements, mais aussi une organisation des hommes, des concepts, d'entraînement et formation. Tout ça, l'Agence européenne doit se l'accaparer et doit continuer à avoir cet aspect d'abord opérationnel en disant finalement quelle est la finalité de la défense européenne, quelle est la finalité de la PSDC et comment est-ce qu'on peut y répondre. Pour cela, l'Agence européenne a développé un certain nombre d'outils, notamment un plan de développement des capacités, le CDP, qui est une sorte de vision à long terme, puisqu'elle nous projette à 20 ans, 30 ans, avec bien entendu un certain nombre de questionnements, mais aussi des orientations en disant il faut travailler dans tel ou tel domaine technologique, développer tel ou tel type de capacité, que ce soit des capacités pour des engagements de forte intensité ou des capacités pour des engagements de type guerre hybride, puisque la guerre hybride est présente actuellement en Centre-Europe, notamment par le biais des Russes, mais pas seulement là, et puis des nouveaux types d'engagements, la lutte contre le terrorisme, mais aussi tout le domaine cyber. Donc déjà, l'Agence européenne de défense, elle a un aspect opérationnel avec ces finalités que je viens d'évoquer. Et puis après, elle a ce réseau d'experts qui est extrêmement intéressant. Elle a développé et puis lancé et organisé et fait vivre des réseaux d'experts en technologie, des experts en armement, des experts du monde de l'industrie et aussi, bien entendu, des experts au niveau opérationnel. Donc, elle a mis en place des équipes de projet. Elle a aussi développé un projet qui s'appelle CARD, où elle analyse tous les ans, extrêmement ambitieux, les capacités des États membres par rapport aux besoins de la PSDC. Et puis donc, elle établit des trous capacitaires en disant il faudrait que tel ou tel pays puisse développer ses capacités ou alors puisse participer à des programmes de coopération de manière à pouvoir profiter de telle ou telle capacité. Donc là, on retrouve globalement des problèmes capacitaires dans le domaine du transport stratégique, dans le domaine du renseignement, dans le domaine maritime, dans le domaine des drones, des avions de combat, etc. Donc il y a toute une liste, je crois qu'il y a 35 projets qui sont en cours et qui sont gérés plus ou moins d'ailleurs par l'Agence européenne de défense, parce qu'elle n'est pas le seul acteur, mais qui sont organisés et gérés par cette Agence européenne de défense. Alors, ce qui pose un problème actuellement avec l'Agence européenne de défense, c'est qu'un État membre qui a quitté l'Union européenne, donc il s'agit du Royaume-Uni, s'est opposé à ce que l'Agence européenne puisse bénéficier d'un budget conséquent pour aller jusqu'au bout
c'est-à-dire développer en propre des moyens, des équipements qui seraient mis en place dans les États membres, mais qui pourraient participer activement aux opérations de la PSDC. L'Agence européenne de défense a été bloquée jusqu'au départ des Britanniques, a été bloquée par un budget qui était simplement un budget de fonctionnement avec une petite partie pour le domaine de la recherche et de la technologie. C'est bien dommage parce que pour moi, l'Agence européenne a vocation à préparer des programmes d'armement en coopération, c'est peut-être ce qu'on peut présenter comme objectif majeur de l'Agence européenne de défense, mais aussi elle aurait pu développer des programmes d'équipement qui soient mis à disposition des États membres. Alors ce qui se passe actuellement, c'est que l'Agence européenne de défense travaille avec l'OCCAR, qui est un organisme qui n'est pas un organisme strictement européen, mais qui lui a lancé des programmes d'armement et développé. Je prendrai simplement l'exemple de la 400M, cet avion de transport tactique et aussi à caractère stratégique, qui est un véritable succès. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Il aurait fallu donner d'autres moyens et d'autres moyens financiers à cette agence européenne de défense. Ce qui s'ouvre à l'AED, et il ne faut pas que l'AED rate ce changement de cap, c'est ce Fonds européen de défense, puisque c'est une source de financement à objectif défense, comme son nom l'indique. Il faut que l'AED soit un acteur réel dans l'emploi et les orientations qui sont prises pour l'utilisation de ces financements. Et là, il y a vraiment un travail à réaliser pour que l'Agence européenne de défense, en liaison avec les militaires de l'état-major de l'Union européenne, puisse orienter les travaux et l'emploi de ces fonds pour des finalités réellement opérationnelles et qui correspondent à des besoins capacitaires. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la Commission européenne soit suffisamment armée pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions capacitaires qui sont la base du développement de la PSDC. Donc vous voyez qu'il y a un jeu à 2 ou voire à 3, même à 4 avec les États membres, de manière à ce que le Fonds européen de défense puisse être utilisé correctement, non seulement pour le renforcement de la base industrielle et technologique européenne, mais aussi et surtout pour le renforcement des capacités de l'Europe de la défense. Si vous regardez les chiffres, je dirais non. Je dirais non, parce que la situation générale de la coopération, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. On vise 20% de coopération dans le programme d'armement nationaux. C'est un chiffre qui n'est pas atteint. Et c'est un chiffre qu'il faudrait dépasser. On a eu une période extrêmement faste avec les programmes d'armement en coopération, notamment au niveau aérien, ou que ce soit au niveau des hélicoptères, au niveau du transport aérien en général. On a vraiment développé des programmes en coopération. Le Jaguar a été un grand succès et je suis obligé de dire que la coopération a régressé. Elle a régressé aussi principalement parce que après une période d'enthousiasme, on sent que le soufflet est un peu retombé, à part une impulsion qui a été vraiment donnée par la présidence européenne française de l'Europe en 2008, on n'a pas progressé, au contraire. Donc oui, c'est un souci. Vous avez évoqué le retour des nationalismes. Je peux évoquer aussi la crise de 2008, la crise financière, qui a été extrêmement dommageable au niveau des budgets de défense. La défense européenne, il faut qu'elle soit plus crédible. Donc l'Agence européenne de défense n'a pas réussi dans ce domaine-là. Elle n'a pas réussi non plus parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, son budget financier, son budget n'était pas suffisant. Il n'est pas suffisant aujourd'hui. Il faut redonner confiance à cette agence parce que pour moi, elle a un potentiel réel, et notamment avec des gens qui n'ont jamais cessé de se parler entre eux, des experts qui n'ont jamais cessé de se parler entre eux, des ministres de la Défense qui n'ont jamais cessé de parler entre eux, puisque, je vous le rappelle, ce sont eux qui siègent au conseil de cette agence et qui donnent des grandes orientations. Or, comme vous le savez, les ministres de la Défense n'ont pas de voix au niveau du Conseil européen. Ils sont représentés par les ministres des Affaires étrangères. Je milite pour qu'ils aient plus de visibilité et par là, qu'ils puissent donner plus de visibilité à cette agence européenne de défense. Alors maintenant, et pour être très franc, maintenant que les Britanniques ont pris un peu de distance par rapport à cette agence, notamment par rapport à l'Union européenne, je pense que les ministres, et j'espère que les ministres de la Défense vont avoir plus de liberté et donner plus de liberté pour que cette agence puisse se développer. Pour vous répondre franchement à votre question,
Oui, au bout de 16 ans, je peux dire que le constat est mitigé parce que les résultats concrets ne sont pas là. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que l'organisation telle qu'elle a été prévue par les traités et telle qu'elle a été renforcée, notamment par le traité de Lisbonne, doit permettre à cette agence de prendre sa place et de donner de vrais résultats concrets. Mais encore faut-il qu'elle fasse elle-même l'effort et que les États membres la soutiennent de manière à ce qu'elle ait sa place au niveau bruxellois et au niveau intergouvernemental. Aujourd'hui, c'est une agence avec réelles expertises, mais c'est une agence qui n'a pas de moyens en propre. Donc, elle peut être capable d'éveiller et de développer des synergies entre les États membres pour préparer des programmes, principalement des programmes d'armement, mais elle n'a pas de moyens en propre. Donc, elle dépend totalement des États membres. Donc, il faudrait trouver un mixte entre une dépendance des États membres. C'est une agence intergouvernementale, je le rappelle, mais peut-être avec plus d'autonomie, et notamment d'autonomie avec l'utilisation des fonds communautaires du Fonds européen de défense. Donc vous voyez bien que la réponse n'est pas simple, mais pour moi, elle nous renvoie à cette idée d'une Europe de la défense qui ne serait plus purement et strictement une Europe intergouvernementale, mais un mixte entre une Europe intergouvernementale et une Europe communautaire en matière de défense. Donc vous voyez que là, on est en pleine innovation, on est en pleine recherche, et les années qui viennent, décisives, pour constater que l'Agence européenne de défense aura pris enfin son envol et par là montrer notamment sa crédibilité vis-à-vis des autres puissances, puisque ça n'est pas encore le cas aujourd'hui, ce que je peux regretter. Le terme puissance que j'ai évoqué sera peut-être le terme de ma conclusion à votre question, c'est de dire il faut vraiment développer une Europe puissance, une Europe politique qui soit capable de se faire entendre dans le concert des nations. Alors, la stratégie globale de 2016, je vous rappelle que c'est une actualisation de la stratégie de 2003 qui avait été mise en place par Solana à l'époque. C'est une actualisation parce que tout était déjà écrit, ou presque, en 2003. Il y avait vraiment une vision qui était remarquable. Alors, quel rôle l'agence peut jouer dans ce domaine-là ? L'agence a écrit un plan de développement des capacités qu'elle actualise en moyenne tous les 3 ans ou tous les 5 ans. Et ce plan de développement des capacités, c'est quelles capacités la défense européenne doit développer à l'horizon 2040-2050. Un exercice très difficile, mais qui est nécessaire, avec les risques que l'on peut voir, les risques d'erreur, mais nécessaire. Cette stratégie de 2016, un premier papier actualisé par l'Agence européenne de défense, le CDP. Après, l'AED, elle peut mettre en place des capacités, puisqu'elle est à l'initiative de programmes d'armement en coopération. Et puis, elle doit prendre le tournant de cette nouvelle approche communautaire avec le Fonds européen de défense, où elle a sa place pleine et entière pour l'utilisation des fonds avec le renforcement de la base industrielle et technologie européenne, dont elle a aussi la responsabilité. Donc vous voyez bien qu'elle intervient à tous les niveaux. Et puis peut-être j'ai oublié l'action qu'elle peut avoir au niveau de la boussole stratégique et au niveau de ce que j'espère du futur livre blanc européen, où elle doit participer aux côtés des États membres, avec la Commission européenne, avec le comité militaire, avec l'état-major de l'Union européenne. Elle doit être un acteur réellement engagé pour développer ce livre blanc de la défense européenne qui, pour moi, est là de ce que pourra être la défense européenne à l'horizon 2040-2050. Donc voilà, l'agence européenne ne doit pas renier ses éléments et sa base, mais elle doit évoluer en fonction du nouveau paysage. J'ai connu vraiment une période enthousiasmante puisqu'on a lancé des programmes, notamment dans le domaine de la protection, qui ont permis de fédérer des projets entre
des États membres. Bon, on a réussi à collecter 40 millions d'euros à l'époque. Enfin, c'était il y a 10 ans, hein, c'est pas si ancien que ça. Et là, on a notamment, j'ai le souvenir d'avoir financé un laboratoire contre les explosifs improvisés, ce qu'on appelle les IED. Ce laboratoire, on l'a utilisé sur un théâtre en collaboration avec l'OTAN, puisque c'était le théâtre afghan, et ça a permis d'analyser les conséquences d'une attaque IED contre un convoi de l'OTAN à l'époque, avec de vrais résultats qui nous ont permis de modifier les moyens pour contrer les attaques IED, notamment des moyens électromagnétiques. Il y a pas mal d'autres domaines sur lesquels on a travaillé. Il y en a un qui m'a énormément intéressé et qui continue d'ailleurs, qui s'appelle la surveillance maritime. On a mis en relation des programmes nationaux de surveillance des côtes maritimes des États membres, et notamment je pense à la France et l'Italie, qui ont mis en commun et qui ont partagé des informations avec leurs propres réseaux nationaux, et avec notamment la mise en place d'un centre de collecte des informations et de partage des informations, avec des niveaux de confidentialité qui étaient extrêmement importants. Et puis, bon, je vais terminer aussi avec des expérimentations que nous avons faites sur un drone marine embarqué sur des bateaux français et allemands d'ailleurs. C'était un drone autrichien qui s'appelait le Schiebel, et que nous avons testé de manière opérationnelle. Donc voilà, si vous voulez, bon, je vous donne quelques exemples vécus, mais c'était une véritable aventure. Et puis ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'il y avait non pas un choc des langues, parce qu'on parlait tous un anglais international, mais un choc des cultures, parce que nous avions des cultures très très différentes, notamment entre militaires, mais aussi principalement avec les industriels, avec les gens de l'armement, avec les gens de la recherche. Et là, c'était une relation au quotidien. Donc on apprenait à se connaître, on apprenait à connaître le langage de l'autre, à respecter l'autre, à écouter l'autre. Et je suis persuadé que c'est une aventure qui continue. Mais il faut donner du temps à cette agence et puis peut-être lui donner un peu plus de moyens. Il ne faut pas être rebuté par les difficultés que nous avons actuellement, difficultés au niveau de l'évolution et la montée en puissance des risques et des menaces qu'il faut prendre en compte de manière sérieuse, des difficultés que nous avons au niveau de la montée, ce que vous avez appelé la montée des nationalismes, des difficultés que nous avons par la prise en compte des différentes menaces, la prise en compte d'un acteur qui devient de plus encombrant, qui est la Chine. Il faut avoir une vision qui soit très équilibrée dans nos rapports avec la Chine, peut-être une vision qu'on ne partage pas forcément avec les États-Unis. Donc il faut en discuter avec nos alliés américains. Donc il ne faut pas être rebuté par des attitudes peut-être de nos États européens qui, sur le coup, ne sont pas forcément très constructives, mais il faut avoir une vision à moyen et long terme. Et c'est pour ça que tous les efforts que nous faisons doivent être des efforts à moyen et long terme qui nous permettent de progresser et à chaque fois d'avancer pas à pas, et nous permettre de développer cette défense commune que nous appelons tous de nos voeux, en respectant bien entendu la liberté de chacun des États membres, en respectant la solidarité de chacun des États membres et en respectant leurs propres responsabilités, puisque ce sont des États qui restent régaliens. Donc vous voyez que tout ça, c'est encore à construire. Quel est le niveau de l'autonomie stratégique de chacun des États par rapport à l'autonomie stratégique européenne que nous appelons de nos voeux? Et bien tout ça, il faut travailler dessus. Il faut que toutes les énergies soient développées, et ça concerne toutes les générations, celles qui ont une expérience et celles qui sont montantes et qui sont intéressées par les problèmes européens.